Voilà, bah ça enregistre, c'est merveilleux. Voilà. Bien, bonjour, donc Geneviève. Bonjour Yves. Je suis ravi de te voir. Donc on va parler un petit peu de l'inspection du travail à l'époque où tu y étais, et puis éventuellement ton militantisme ensuite, et éventuellement jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu veux raconter. Donc ce qui m'intéresserait pour l'instant, c'est de savoir pourquoi tu t'es engagé à l'inspection du travail. Est-ce que c'est un hasard complet ou au contraire c'était une vocation que tu avais depuis quelque temps et que tu accomplissais, ou encore autre chose, parce que chacun a ses... Ouais. Alors c'est une excellente question parce que ça m'a obligé à faire une petite rétrospection, ce que j'avais pas véritablement fait avant. Donc je suis pas né avec la vocation de faire l'inspection. Je n'étais pas d'un milieu qui avait été confronté à des difficultés particulières. Je connaissais rien du monde industriel, rien du monde ouvrier. Mais j'avais, pour des raisons familiales, connaissance du monde paysan. Donc, comment ça s'est fait? Ben moi, je crois que ça a été très clair. Après, le cheminement a été progressif. Après mon bac, C'était à peu près quand ton bac? Après mon bac, c'était en 62-63. Je suis rentré à Sciences Po, où j'ai passé 3 ans. Dans cette honorable institution, j'ai eu de brillants professeurs, mais j'ai eu surtout un maître de conférence qui s'appelait Gérard Vincent et qui était professeur d'histoire. Et dans le cadre du travail qu'il nous faisait faire, qu'il faisait faire à ses étudiants, il m'avait demandé, ou je ne sais pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, le fait est, c'est que je devais travailler sur les grèves de 1948 pour rendre un espèce de mini-mémoire. Et donc, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser aux problèmes sociaux et au jeu des acteurs. Ça, c'est, je pense, tout à fait fondamental. Mais par ailleurs, on ne peut pas parler de ces années sans parler de l'esprit de l'époque. À Sciences Po, le milieu était quand même bien sage et bien studieux. J'en faisais partie. Mais on était tous influencés par les événements du monde extérieur. C'est l'époque où il y avait un grand bouillonnement intellectuel. Pour des questions concernant le pays, mais d'autres pays. Je pense particulièrement au choc qu'a provoqué la guerre d'Algérie, le séquelles. On n'en est pas loin. Alors le choc pour toi c'était quoi? Le choc, c'est la prise de conscience de la réalité des mondes colonisés. Je veux dire, je vais donner toute une série d'exemples, parce que je crois que c'est là où j'ai pris conscience du rapport dominant-dominé. Donc l'exemple de la guerre d'Algérie, l'exemple de la guerre du Vietnam, le castrisme, les luttes d'Amérique latine. En France, le poids du Parti communiste, qui était le premier parti de gauche à l'époque, la naissance de l'extrême gauche, le poids des intellectuels de gauche,
la nouvelle gauche, enfin voilà, c'est... j'ai passé des années, c'était pas des années universitaires, mais à Sciences Po, dans une époque où on était continuellement interpellé par des problématiques externes. Et c'est assez naturellement, je pense que c'est pas lié à mon milieu, c'est lié à mon âge. Parce que la jeunesse est plutôt, en tout cas à cette époque, du côté du dominé que du dominant, même si j'étais à Sciences Po. Donc voilà, il y a Du côté du dominé. Hein. Ouais. Et ça s'est concrétisé puisque je suis allé ensuite à l'Institut des sciences sociales du travail. Par quel mécanisme j'ai abouti à cet institut, je ne m'en souviens absolument pas. Mais absolument pas. C'était un institut hors norme. Parce qu'il accueillait pas simplement des étudiants, mais un public composé de militants politiques, syndicaux ou associatifs. C'est-à-dire que j'avais plus du tout le même environnement quotidien. Ensuite, j'avais des professeurs exceptionnels. Comme je me souviens surtout de l'un d'entre eux qui était Joffre Dumazdier, qui était quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup impressionné, à la fois par son parcours personnel et par l'investissement qu'il avait mis dans toute sa vie pour faire progresser la culture ouvrière, enfin la culture, dans le monde ouvrier et paysan. Jadot Dumazdier. Joffre. Joffre Dumazdier. Je l'ai noté, c'est Peuple et Culture. Donc parmi les professeurs, il y avait Marcel David, qui est un immense sociologue. Je me rappelle également avoir vu, comment il s'appelle, Paul Vigneault, qui a été un des artisans de la déconfessionnalisation de la CFTC. Donc, voilà. Et là, je pense que j'ai appris dans cet institut l'importance de l'émancipation ouvrière. Moi, je crois que c'est ça, le fil conducteur qui m'a conduit à être ce que je suis. Alors, sur l'inspection, moi, de toute façon, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire après mes études, j'ai aucune idée. Mais je me rappelle très bien avoir vu une affiche à l'ISST, une annonce de concours d'inspection. Et je me suis dit, je ne sais pas du tout ce que c'est, je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est que l'inspection, mais je me lance, parce que ça doit être intéressant. C'est un saut dans le vide, ça. Hein. Ah complètement, ouais, complètement. Mais attention, à l'Institut des sciences sociales du travail, on avait fait du droit du travail, de l'économie du travail, de la sociologie du travail. Donc j'étais en quelque sorte préparé à me lancer dans cette voie. Inconsciemment, j'étais préparé à ça. D'accord, ça, donc, c'est vers 25-26 ans? Un peu plus tard encore? Non, parce que moi, quand j'ai arrêté, j'ai eu deux diplômes, 2 certificats, je ne sais plus comment ça s'appelait, de l'Institut des sciences sociales du travail. Et après, j'étais vacataire
à la direction des relations publiques du ministère de la Santé. Et donc, j'ai été amené à répondre des lettres bien technocratiques Tu en ris encore. à des gens qui écrivaient des courriers soit très émouvants, soit très revendicatifs, et ça portait sur la retraite à 60 ans. C'est-à-dire, j'ai passé 6 mois à répondre à des gens qui disaient « Voilà, j'en peux plus. À quand la retraite à 60 ans ?» Et qui exposaient leur vie pour dire leur aspiration à une retraite bien méritée. Donc ça c'était 68, à peine avant 68. Non, c'était 70-67. Et donc j'ai préparé le concours en 67. Ben oui, puisque je suis rentré à l'INT le 1er janvier 68. Bon, je suis pas sûr des dates, hein, mais ça n'a aucune importance. J'ai passé le concours, et très objectivement, j'aurais dû être blackboulé. Hein. Ah bon? Et pourquoi? Pourquoi? Parce que il y avait des épreuves techniques, et il y avait une épreuve d'électricité où je méritais un 0 pointé. L'examinateur, enfin les examinateurs ne m'ont pas mis de notes éliminatoires. C'est comme ça que j'ai pu rentrer à l'inspection. Après coup, je me dis que peut-être ils cherchaient à recruter, c'était pas ça qui était important. Il faudrait retrouver le nombre de personnes qui étaient candidates, parce que je me souviens bien de ce que j'ai lu, entre 1945 et 1960, 65, il y avait plus de postes que de candidats. Ah oui? Oui. Ah oui, c'est une institution complètement à la ramasse, quoi. C'est une institution qui n'existait presque plus, quoi. Oui, je n'ai pas grand monde. Oui. C'était très, très réduit en effectif. Oui. C'est qu'après 68 que c'est... Ah ouais, c'est clair. C'est clair. Peut-être un petit peu avant, oui. un petit peu avant, je pense. Oui, il y a des recrutements à partir de 65. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Et donc, le régime gaulliste estime peut-être qu'il faut peut-être contrôler un petit peu, et donc remet des effectifs dans l'institution. Mais si j'ai bien lu aussi, chez Cutie dit que dans les années 60, il y avait 200 contrôleurs du travail. Pas plus. Et 300 inspecteurs. Quelque chose comme ça. Donc pendant longtemps, c'est resté autour de ces chiffres-là. Oui. Donc voilà. Donc moi je rentre en 68 au centre de formation. Qui est à Paris. Qui est à Paris, rue... c'est derrière Saint-Lazare. Derrière Pasquichine. Non. À Pasquichine. C'est... le nom va me revenir. Bon, c'était rue du Rocher. Ah. C'était un espèce de petit hôtel particulier dans une cour. Et on était accueillis par Roxane Cap-Martin. Ah bon, lui était déjà dans les services, et il était déjà dans la hiérarchie pour être représentant de la direction. Oui, mais honnêtement, ça se passait pas comme ça à l'époque. C'était bon enfant. Il n'était pas vieux, hein. Cap-Martin. J'ai pas de souvenir du tout désagréable de lui. Après, quel était son rôle exact, moi je ne sais strictement rien. Il faudrait lui demander. Alors, une année en 68 au centre de formation, des inspecteurs, ça m'a pas... Alors, s'agissant de l'enseignement, honnêtement, ça ne m'a pas... ça ne m'a pas marqué. Soit parce qu'il y avait des cours qui
était une répétition de ce que je connaissais déjà, soit parce que c'était donné par des intervenants qui étaient d'anciens directeurs régionaux, non, ou qui étaient des directeurs régionaux en place, parce qu'il n'y avait pas tellement de vivier pour... Et ceux-là, bon, bah, moi, c'est difficile de juger de leurs compétences dans le cadre de leur métier, mais franchement, ils n'étaient pas pédagogues du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, je me suis profondément embêté au centre de formation des inspecteurs du travail. Ça durait combien de temps à l'époque? Un an. Un an. Et il y avait de l'hygiène de sécurité? Alors, justement, il y avait de l'hygiène, on appelait ça de l'hygiène et de la sécurité. Le seul souvenir marquant que j'ai, c'est un intervenant, et ça m'agace parce que ça fait plusieurs jours que je recherche son nom. C'était quelqu'un des services. Je ne sais plus s'il s'appelait Monsieur Persson. Monsieur Persson. Voilà. Et ça, lui, a eu une influence, en tout cas, je ne sais pas sur les autres, hein, je ne peux pas parler pour eux, mais sur moi, une influence tout à fait considérable. Pourquoi? Parce que il nous a fait assimiler les principes de sécurité. Ceux que l'on voit aujourd'hui dans le Code du travail, et qui n'existaient pas dans le Code du travail précédent, de l'époque, qui, je rappelle, devait avoir cette épaisseur. Oui, c'était des décrets qui n'étaient pas codifiés. Voilà. Et donc, moi, le souvenir que j'ai... Le fameux décret de 1913. C'était le décret de 13, le décret de 62, le décret de 65. 62, c'était l'électricité, 65, c'était le bâtiment. Alors, il devait y avoir d'autres choses, mais là, ma mémoire me fait défaut. Alors, on était combien? On était une grosse promotion de 27. Si je dis ça, c'est parce que c'est l'INT ou le comité d'histoire, je ne sais pas, a fait une rencontre des promotions 68 et 2000, je ne sais plus combien. 2008 ? Ça doit être ça. Et donc, ça m'a permis de récupérer des documents sur mes collègues que j'avais pour partie oubliés. Donc, là, c'est pas des souvenirs, c'est des informations. Du papier. C'est le papier. Et c'est vrai que si on avait fait appel à mes souvenirs, j'aurais dit la formation des gens était très diversifiée, mais non, quand on regarde la réalité, c'était majoritairement des juristes. Moi, je ne rentrais pas dans cette case de juriste. Je n'ai pas fait d'études de droit. Sauf à l'ISST ensuite. À l'ISST, j'ai fait sociologie, économie, droit du travail. Mais c'est pas du droit, au sens classique du terme. On fait... voilà. Donc, c'était majoritairement des gens, des juristes, mais il y avait quelques exceptions. Moi, un licencié en lettres, une licenciée en économie et un ingénieur. Ça, c'est pour les nouveaux. Mais on était une promotion où il y avait beaucoup de gens des services qui étaient là. Alors, je ne saurais absolument pas dire si c'était de la promotion interne ou des concours internes, mais il y avait 5 ou 6 personnes qui venaient des services. C'était une promotion tranquille. Avec des gens pépères. Plutôt.
on n'était que très peu à être un peu à la marge. Nous étions en fait 3 ou 4. Il y avait bien entendu le Joe Salvi, que je connaissais parce qu'il avait été à l'ISST. Un inspecteur qui s'appelle Philippe de Crozan, moi-même, et après je me souviens plus. On était tous les 3 au fond de la classe, les uns à côté des autres. On était un peu différents. Ensuite arrive le mois de mai 68. La plupart des inspecteurs étaient provinciaux. Les stagiaires étaient provinciaux. Donc, dès le vendredi soir, clac, ils prenaient le train et ils revenaient le dimanche soir ou le lundi matin. Et patatras, eh ben, en plein mois de mai, il y avait les grèves des transports, ils n'ont pas pu revenir. Donc, il n'y avait plus que des stagiaires parisiens. Et nous n'étions que 2. Le centre de formation a fermé et nous avons été récupérés par la direction régionale du travail de Paris. À Moussaïa. Voilà, avec M. Bois. J'aurais dû évidemment prendre des notes sur cette période qui était quand même assez exceptionnelle, mais quand on vit à l'intérieur, on ne se rend pas compte que c'est exceptionnel. Bref, enfin voilà. Ce dont je me souviens de cette période, c'est que j'ai assisté à des réunions, des commissions de négociation présidées par M. Bois. Je crois me souvenir qu'il s'agissait de la métallurgie parisienne, mais je n'en suis pas sûr. Et je crois me souvenir qu'il y avait des grandes pointures dans les leaders syndicaux présents autour de la table. Mais ma mémoire peut me faire défaut, donc je ne vais peut-être pas m'avancer sur des noms. J'ai l'impression d'avoir vu Henri Krasuki. D'accord. À l'époque, je ne pouvais pas me rendre compte de qui c'était. C'est bien après que j'ai compris. Il n'était pas bien connu en 68. Il n'était pas bien connu. Donc voilà. Donc c'était une période... C'était une période riche, puis donc Mais voilà. ça, c'était après mai, ces réunions avec la métallurgie, ou c'était pendant le mois de mai? C'était pendant le mois de mai. Ah bon? Oui, oui. Non, pendant le mois de mai ou le mois de juin. Je ne peux pas dire. Parce que moi, ce dont j'ai... Je suis bien Mais Non, j'en peux pas encore. Je croyais que tu n'avais pas encore vu. Ce que je croyais, c'est que... alors ça, tu ne l'as pas vécu directement, mais c'est que les gens... Le syndicat majoritaire, qui était le syndicat des VR et des IT, donc le SMITMO, qui était le seul syndicat à peu près à l'époque pour ce qui est de l'inspection du travail, avait donné l'ordre à tous ses adhérents de rester au travail pendant les événements et que, à part quelques endroits, personne n'était venu les voir parce que le rapport de force était dans l'entreprise et ils n'avaient pas besoin de l'inspecteur du travail pour faire avancer leurs revendications ou faire changer... c'est fort possible. Je pense que tout dépend des moments. Moi, je suis absolument pas clair et net sur la date, les dates. C'est trop vieux. Je sais simplement que pendant un certain temps, le centre de formation n'a pas fonctionné et qu'on était 2 à errer dans les bureaux de la direction régionale et que M. Bois nous a pris pour assister à des réunions. Est-ce que c'était en mai, en juin? Voilà. Et ces réunions, c'était des réunions de négociation collective entre patrons locaux, enfin les syndicats de la métallurgie ouvriers, et puis les syndicats parisiennes, on peut penser, et pas simplement les blocs de Paris, puisque c'était au niveau du DR, quoi. Oui, c'était la région parisienne. Oui, donc
La métallurgie CGT de l'époque, c'était quelque chose de Puissant. lourd Voilà. et de puissant. Donc voilà, ensuite, je pense qu'on a repris nos cours. Alors, Après, tu as c'était- participé un peu à tout ce qui s'est passé dans Paris à l'époque, les manifs, les, Oh, bien les sûr, nuits, Oui, j'ai participé, mais alors, ce qu'il faut bien piger, c'est que moi, j'ai jamais été encarté politiquement. Ni dans un cadre associatif. Je me suis syndiqué en 68 au centre de formation des inspecteurs du travail. Voilà. Tu t'es syndiqué où? À la CFDT, Et pourquoi la CFDT? parce que c'était le syndicat qui montait, parce que les propos tenus par les dirigeants me parlaient, parce que ça me paraissait plus moderne, plus contestataire, plus jeune. C'est tous ces événements-là qui m'ont amené à ça. Non, mais quand je te pose la question, j'ai presque la réponse là. C'était pour expliquer aux gens parce que évident. la CFDT C'était évident. d'aujourd'hui n'a aucun rapport avec celle de Ah l'époque. non, la CFDT aujourd'hui n'a aucun rapport. Mais oui, l'époque n'est pas la même non plus. Hein. c'était effectivement le syndicat Porteur. et qui s'était à peu près comporté correctement lors des événements, quoi. Alors que la CGT avait plutôt tendance à freiner, enfin, Oui, avec son parti. oui. Enfin, oui, en tout cas, ça allait de soi que c'était la CFDT. Mais j'avais pas de... J'étais pas dans une logique de rejet des autres organisations syndicales, vraiment pas. Je crois vraiment que... Et je crois que c'était finalement un fil conducteur. Hein, c'est dominant-dominé, j'étais plutôt du côté des dominés. Et l'idée de me rapprocher de tous ceux qui œuvraient pour l'émancipation ouvrière, et ça c'est important, oui, ça me parlait, ça m'intéressait. Voilà. Donc les événements que tu les Alors, moi je les ai vécus en tant que... j'ai manifesté, bien sûr. À l'époque, c'était difficile de faire autrement. J'ai manifesté, mais j'étais pas encarté. Non. J'ai manifesté quand j'étais à Sciences Po, ou un petit peu, enfin, à cette époque, j'ai manifesté, puisque les comités Vietnam, c'était et c'était essentiel dans le milieu étudiant de l'époque. Je veux dire, ils ont eu un rôle complètement considérable pour mobiliser la jeunesse de l'époque et lutter contre l'impérialisme américain. J'étais prête à lutter contre l'impérialisme américain, mais j'avais quand même plus de mal à accepter de donner, de dire des slogans, le Viet Minh vaincra. J'y arrivais pas. C'était pas mon... Je voulais bien lutter contre l'impérialisme américain au Vietnam, qui me paraissait être un grand scandale, mais voilà. Donc voilà, pour l'INT, après, il y a eu les vacances, et puis je sais qu'en septembre, on était en stage. J'étais en stage à Lyon, dans une section qui était dirigée par Henri Radix. Mais malheureusement, enfin c'est le souvenir que j'en ai gardé. Donc à apprendre et à laisser, il y a des choses que j'ai mis dans la corbeille du disque dur de mon cerveau. Mais j'ai pas été très enthousiasmé, quoi. En même temps, j'avais... par le métier ou par les gens qui étaient là? Non, c'est par l'activité que j'y ai menée en tant que stagiaire. Non, j'avais aucune capacité de jugement. Je ne pouvais absolument pas juger. J'étais incapable de juger.
Mais non, la question de savoir est-ce que c'était intéressant, est-ce que je faisais des choses qui m'apprenaient quelque chose. Je garde pas ce souvenir. Bon, mais c'est anecdotique. Alors, il me semble qu'il a été interviewé en 69-70, Radix, dans un article que l'on trouvera sur les archives de l'inspection, un article qui s'appelait où les commissaires sociaux, tu te rappelles pas de cet article dans l'Express? Ah non, non, non. Ou peut-être dans les shérifs en deux chevaux, peut-être. Je sais plus dans quel. Les shérifs en deux chevaux, c'est dans les années 70. Ouais. C'est pas... ouais. Le commissaire du social, ça devait s'appeler. Commissaire du social. Donc il y a une interview entre autres de Radix et quelques autres. Oui. En tout cas, est-ce que j'étais pas... Enfin voilà, ça n'a pas été très profitable. Et puis je me rappelle surtout que j'avais à faire une espèce de petit mini-mémoire sur un truc qui m'intéressait pas du tout. Et qui était le rôle d'une commission paritaire de l'emploi à Lyon. Et oui, bah, ça ne me parlait pas et il fallait faire ça. Donc j'ai pas gardé un souvenir extraordinaire. Bon, c'est comme ça. Hein. Après, bon ben voilà. Ça fait un stage ouvrier aussi? À l'époque, ça existait? Un stage ouvrier? Ben, il y avait un stage ouvrier, enfin moi j'en ai fait un en 93. Mais c'était en 68. Non mais je te demande justement si à cette époque-là, pendant un mois ou 2 mois, tu partais en entreprise. Non, ben, j'étais absolument pas en entreprise. Quand j'ai commencé mon métier, je ne savais rien. Impeccable quoi. Tu avais fait un an, tu ne savais pas grand-chose, ben, sauf en hygiène sécu. Sauf en hygiène sécu, mais je veux dire, voilà, tu étais... lancé dans la nature. Alors, je termine simplement sur la fin du centre de formation. À l'époque, la règle communément admise, vraiment sans bavure, hein, c'était les gens issus des services, ils retournaient dans leur pénate, en province. Hein. Les gens mariés, ils retournaient dans leur pénate le plus proche possible de leur famille. Et les célibataires, ils se partageaient le reste. Avec la possibilité pour ceux qui avaient le meilleur rang de choisir leur... Bon. Moi, j'étais pas du meilleur rang. Je n'avais aucune idée. J'étais dépourvu totalement d'idées. Tu me sens bien passive. Et il restait Lens et j'ai pris Lens. Et Lens, je ne savais pas où c'était. Voilà. Voilà. Et sans problème, tu es parti à Lens. Et sans problème, je suis parti. J'ai acheté ma première... familiaux, pas de problème amoureux, hop, je vais à Lens. J'ai acheté une voiture. Oui. D'accord. J'ai acheté une... C'était pas une 2 chevaux, c'était une Diane. Je suis... et je suis parti à Lens. Le souvenir que je garde... les premières images que j'ai, c'était assez terrifiant. Je suis arrivé en plein hiver. Il y avait de la neige, de la boue, dans des kilomètres de rues bordées de maisons avant d'arriver à Lens. Donc je découvrais une région minière où il y a des villes mais qui se touchent. C'est-à-dire avant d'arriver à la ville, on passait par plein d'autres villes sans aucune interruption. Arrivé à Lens, ben, ça sentait quand même bien la moule frite. Hein. Bon, ça c'est des petits détails. Donc Lens, j'y ai passé 4 ans. Ça a été absolument, radicalement déterminant. C'est vraiment fondateur. Je veux dire. Alors... Donc là, tu as 28 ans, quelque chose comme ça? Ah non, j'ai 24, 25 ans. 24, d'accord. Vraiment bien. 24, 25. Donc, j'arrive,
Et je peux dire que vraiment, bon ça c'est la chaleur humaine des gens du Nord. J'ai trouvé un logement, si j'ai trouvé un logement, c'est grâce au contrôleur qui exerçait les fonctions de chef du bureau de la main-d'œuvre. Il m'en a trouvé tout de suite. J'ai pas eu à chercher. Après, bon, comment décrire? Lens d'abord, puis le département ensuite. Lens, bon, j'arrive, je succède à, je sais plus son prénom, mais Pato. J'ai 2 secrétaires, et un contrôleur qui ensuite a été... et ensuite il y a eu un 2e contrôleur. Mais c'est pas tout de suite. Hein. J'étais censé diriger le bureau de main-d'œuvre qui s'occupait des handicapés et de la main-d'œuvre étrangère. Mais en réalité, on ne nous avait jamais dit ce qu'il fallait faire. Et puis, le responsable qui était là, il en savait beaucoup plus que moi. Et j'ai pas eu à m'en mêler, en fait. Et j'avais vraiment d'autres chats à fouetter. Voilà pour la description. Donc le bureau de main-d'œuvre était au rez-de-chaussée, puis l'inspection était au premier étage. Mes premières pages ont été guidées. Dieu est vraiment... c'est mon contrôleur, le contrôleur expérimenté qui était là, qui a guidé mes premiers pas. Donc ça faisait un peu bizarre, quoi, une jeune femme qui arrive pour diriger tout ce monde. Mais en fait, dans la réalité, quand on est confronté à la réalité du quotidien et qu'on patauge, quoi, on a besoin d'être aidé. Et ce contrôleur, là, m'a vraiment beaucoup aidé. Ensuite, quelle était la situation de l'inspection dans le Pas-de-Calais? Ce qu'il faut bien comprendre, c'était un département de section détachée. Boulogne, Calais, Lens. Dunkerque, c'est dans le nord. Lens. Arras, par contre, c'était pas une section détachée, puisque c'était avec la direction départementale. Béthune, bien sûr, j'ai oublié Béthune. Donc, 4 sections détachées sur 5. Les collègues que j'ai... Le problème, c'est que c'était pas pourvu. Pendant la période où j'étais, pendant les 4 ans où j'ai passé, il y avait des sections qui n'étaient pas pourvues. Ce qui veut dire que les inspecteurs en titre faisaient l'intérim. Je me souviens très bien que l'intérim de Calais, l'intérim de Boulogne était fait par l'inspecteur de Calais ou vice-versa. Et que l'intérim d'Arras était fait par l'inspecteur de Lens, en l'occurrence ma femme. Ce qui veut dire que, et ça pendant, enfin, ça a duré longtemps, quoi. Ce qui veut dire que moi j'avais Lens-Arras, c'était un bon tiers, voire plus, du Pas-de-Calais. À une période où le tissu industriel du Pas-de-Calais était quand même conséquent. À l'époque, le contrôleur du travail faisait les entreprises de moins de 50. C'était comme ça déjà. Ou il faisait des entreprises de moins de... Il y avait une autre règle. Je ne me souviens plus. Honnêtement, je ne me souviens plus. Il faisait les petites entreprises. Il faisait les petites entreprises. Mais je ne me souviens plus. Comment? Il ne faisait pas les grandes. Il ne faisait pas les grandes. Tous les courriers étaient signés par moi. Ah, même les siens. Les siens étaient contre-signés par moi. Ça, c'était les mœurs de l'époque. Ça, c'était les mœurs de l'époque.
Et en même temps, à l'époque, c'était vraiment un moyen de discuter avec les gens, avec les contrôleurs, quoi. Parce qu'autrement, ils étaient tout le temps partis. Hein. Ils étaient à l'extérieur, ils faisaient leur permanence. De demi-journée. De demi-journée. Et sinon, voilà. Donc, et puis, la charge de travail était telle que chacun vaquait à ses occupations, quoi. Et donc, le fait de contresigner les lettres, c'était aussi une manière c'était aussi l'occasion de discuter avec, entre nous. Pour moi, c'était positif. Hein. Et tu étais dans la position du dominant, si j'ose dire. Ah, j'étais dans la position du dominant, oui, bien sûr. Donc, quand il y avait des, des divergences. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce phénomène-là, il n'apparaît que plus tard. Moi, j'étais objectivement dominante par mon statut de catégorie A, mais mon contrôleur, il en savait 1000 fois plus que moi. 1000 fois plus que moi. Parce qu'il avait l'expérience et la bouteille. Donc, voilà. Qui domine l'autre, oui, pas évident. Et il s'appelait comment, cet homme-là? Pierre Sabre. D'accord. Il est devenu inspecteur ensuite, non? Sur la fin de sa carrière, oui. Mais je pourrais pas tellement en dire plus. Il était beaucoup plus âgé que toi? Oui. Toi, tu en avais 25, lui, il en avait 50, c'est ça? Je pense qu'il devait en avoir 45. 45-50. Donc, la notion de dominant-dominé... Non, mais quand je te dis ça... Tu vois, c'est qui domine, hein, lui, il me dominait, en fait. Il me dominait parce qu'il y avait plus de connaissances, plus d'expérience, plus de finesse que moi lorsque j'ai débuté. Après, évidemment, quand on acquiert soi-même de l'expérience, qu'on a un statut de cadre A, on exerce, on devient dominant. Donc, j'avais des collègues qui étaient d'anciens inspecteurs, des anciens instituts. Ils avaient plus de 50 ans, hein. Au moins 55 ans. C'est-à-dire, ils étaient très vieux pour moi. Très vieux. Mais ils étaient plutôt sympas. Et ils auraient pu regarder avec commisération une jeune femme qui arrivait dans ce milieu si masculin. Mais ils étaient plutôt sympas. Et celui de Béthune, qui devait avoir entre 55 et 60 ans, m'a donné de sérieux coups de main, au même titre que le contrôleur que j'avais. Pourquoi? Parce que quand même, débarquer sans vraiment avoir eu d'expérience du monde ouvrier à Lens, à cette époque, c'est hallucinant, quoi. Alors, description de la section, c'était très, très, très industriel. Il y avait de très grosses boîtes. La boîte la plus importante, je crois, c'était Béguincet, qui était une usine qui faisait du papier carton et du sucre. Je n'ai pas la mémoire des chiffres, donc je ne dirai pas, n'importe quoi sur les chiffres de salariés. Mais c'est une énorme usine. J'en ai fait au moins 3 fois le tour avant de me décider à y rentrer. Ça faisait peur, hein. C'était pas... Pénaroya, métallurgie du plomb, énorme.
beaucoup d'entreprises chimiques, beaucoup d'entreprises métallurgiques et des entreprises de confection. Beaucoup de confection, pas de confection, je veux dire beaucoup de tissage, Non. L'industrie textile, non. à l'époque où je suis arrivé, je ne sais pas s'il y avait de l'industrie textile dans le Pas-de-Calais. Honnêtement, je ne sais pas. Il y avait de l'industrie. Au moment où j'étais là, il y avait encore de l'industrie textile dans le Nord. Mais par contre, j'ai connu une époque où les jeunes filles, je parle là de jeunes filles, de 14, 15, 16 ans, de familles de mineurs du Pas-de-Calais, partaient vers 4h, 5h du matin, prendre le car pour aller travailler dans les usines textiles du Nord. C'était encore vrai au début, lors de mon arrivée à Lens. Ça donne un peu d'image. Moi, je considère que, bon, il ne faut pas faire d'anachronisme, il faut pas... Mais vraiment, j'avais quand même un peu l'impression, dans certains cas, d'être dans un monde à la Zola. Voilà. Tu peux décrire là un peu la métallurgie, Pénaroya, Béguincé? La métallurgie, c'était, j'ai le souvenir d'une très grosse entreprise de Lens qui s'appelait les Tréfileries Laminois. Qu'est-ce qui me vient d'autre à l'esprit? Une usine de métallurgie. Il me semble bien qu'il y avait une boulonnerie, mais j'espère que je ne confonds pas avec Rouen, je ne sais plus. Enfin, il y avait de la métallurgie. Bon. Oui, si, des usines avec des presses, hein, qui coupent gaillardement les doigts, les mains et les bras. Une activité, alors la chimie, beaucoup d'usines chimiques. Pénaroya, c'était un énorme ensemble où, je veux dire, on marchait dans de la poussière de plomb. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Voilà. Il commençait à y avoir un peu de plasturgie, parce qu'il y avait eu des aides pour la création d'entreprises en vue de la reconversion des mineurs. Et c'est comme ça qu'elles sont nées pas mal d'entreprises avec des aides de l'État. C'était des entreprises plus agréables c'était plus agréable à voir que les entreprises traditionnelles, parce que c'était dans des bâtiments neufs, les machines étaient mieux protégées, bon, c'est le cas. Alors ensuite, il y avait beaucoup d'entreprises de confection, avec bien sûr une population ouvrière, de femmes, à l'exception notable des coupeurs, qui étaient tous hommes. Oui, c'est quoi la tradition des coupeurs hommes? Quoi? C'est un métier plus dur? C'est pas physique? Non, mais moi, disons, il faudrait faire parler les gens de la confection pour décrire la réalité quand on est extérieur. On est extérieur quand même. Mais bon, dans toutes les entreprises de confection, les coupeurs, c'était des hommes. Je suppose que c'est soit parce que ça nécessitait une formation que les femmes ne suivaient pas, et que ça comportait une responsabilité qu'on ne voulait pas donner à des femmes. Parce que si on coupe mal, c'est toute la matière première qui s'en va. C'est un peu plus qualifié. Un peu plus qualifié. Voilà. Par contre, l'encadrement était féminin.
Dans les entreprises de confection que j'ai connues, dans le Pas-de-Calais, les femmes dirigeaient des femmes au niveau de l'atelier. Par contre, j'ai bien entendu connu, mais il y a beaucoup d'inspecteurs qui ont connu ça, des ateliers qui étaient construits récemment et qui comportaient une espèce d'avancée qui permettait à la direction d'avoir une vision d'en haut de tout l'atelier. Donc on montait un petit escalier, et puis il y avait des pièces avec des grandes vitres, et de là on pouvait voir tout ce qui se passait sans avoir les inconvénients du bruit, de la chaleur et de la poussière. Parce que c'était ça. Le bruit dans les usines de confection, c'est hallucinant. Bah oui, il peut y avoir 50-60 machines, peut-être plus. Voilà, c'était des entreprises... Des machines à coudre, industrielles. Voilà. C'était 50, 100, oui, dans ces entreprises-là. 50, 100, 150, 200. À peu près, ces petites et moyennes entreprises de confection, il n'y en avait pas. Et alors là, tu intervenais sur quoi quand tu allais là-dedans? Alors, ça... Sur les contrats de travail, sur la durée du travail, sur l'hygiène sécu, sur le bruit, sur... Ça, c'est lié à l'époque. Je suis intervenu sur tous ces sujets, mais mon intervention prioritaire et celle dont je suis fier, c'est que j'ai passé du temps à faire des rappels de salaire. On était en face d'une main-d'œuvre absolument radicalement exploitée, à un point qu'on n'imagine pas. Donc les patrons avaient du mal à respecter la loi sur le SMIC, d'autant plus que le SMIC de l'époque avait augmenté de, je sais plus, 20-30% en 68. Et donc, moi, j'ai passé vraiment beaucoup de temps à faire des rappels de salaire parce que les apprentis, là je dirais un mot des apprentis, les apprentis n'étaient pas payés comme ils devaient. Ils étaient payés, devaient être payés un pourcentage du SMIC. Et c'était jamais respecté. Les salariés, pas plus. Les contre-maîtresses, puisque c'était le personnel d'encadrement dans l'atelier, pas davantage. Donc je peux dire que, indépendamment de l'action classique que l'on mène dans toutes les entreprises, je dirais, pour les entreprises de confection, ouais, je peux dire que j'ai fait faire beaucoup de rappels de salaire. D'accord, mais excuse-moi de revenir sur la question d'avant, parce que comment intervenir sur les conditions de travail dans la confection, là, où tu as 60 machines, 100 machines, enfin, où tu as des blessés, où tu as une cadence infernale, où tu... Ouais. Je considère... Parce que c'était entre autres, pour la CFDT, c'était... Enfin, les conditions de travail après 68, les cadences, etc., c'était essentiel, mais en même temps, avec nos petits bras, qu'est-ce qu'on pouvait faire, quoi? Alors, je voudrais dire que on était bien affichus de faire quoi que ce soit sur la question des cadences. On n'avait strictement aucun pouvoir pour intervenir dans ce domaine. On intervenait à la marge. On intervenait dans les entreprises de confection. Moi, mes souvenirs, c'est... Mais Dieu sait si c'était important pour les salariés. Hein. C'est que lorsqu'il y avait un pet de travers sur une pièce, les ouvriers étaient obligés de rester après l'heure pour faire des réparations. Elles n'étaient pas payées.
Donc moi j'agissais sur cette marge-là. Mais parce que les gens m'avaient dit de quoi il en retournait. Et que pour eux c'était absolument insupportable, invivable d'aller, de rester sur place pour faire des réparations non payées. Donc moi j'intervenais sur ça, sur ces problèmes-là, là où j'avais des moyens. Sur l'hygiène, la sécurité, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai pu faire pour réduire le bruit? Que dalle, rien du tout. Rien du tout. C'était sur des questions d'incendie où je pouvais intervenir, sur des questions d'aération. Mais les machines, elles avaient été conçues avec un certain niveau sonore. Ben, c'était ce niveau sonore, je ne pouvais rien faire d'autre. Non, voilà. Et puis je crois que il ne faut pas... Il faut se resituer dans l'époque et pas voir les problèmes avec les yeux d'aujourd'hui. Ça c'est vraiment capital. Je t'ai dit que j'avais une énorme section, que je faisais l'intérim d'Arras. J'ai fait l'intérim d'Arras au moins 2 ans. C'est énorme. C'est absolument énorme. Que l'époque était une époque où il y avait un bouillonnement syndical et ouvrier très important. Et que ça se traduisait par des conflits. Des conflits de 3 natures. Des conflits liés à l'impossibilité, enfin, à la difficulté pour les organisations syndicales de s'implanter dans les entreprises. Et pourquoi? Parce que les patrons, enfin, quand je dis les entreprises, c'est petites et moyennes. Hein. Pourquoi? Parce que les patrons faisaient en sorte de virer les gens avant même qu'il y ait le moindre protocole d'accord ou la moindre élection. Donc, je peux dire que mon action prioritaire a été là. Elle a été dans l'investissement de délégués dans les entreprises, dans un contexte de conflit de classe et de lutte ouvrière très importante. On a peine à imaginer, mais on était dans la foulée de 68. Et ça s'agitait beaucoup. Et les gens voulaient être syndiqués. Et ils voulaient avoir des délégués. Et ça se passait mal. Et les patrons les envoyaient baldinguer. Il fallait vraiment beaucoup de courage pour être délégué. Un courage insensé. Donc moi, c'est ces problèmes-là qui me mobilisaient. C'était pas tout ce qu'on voit sous les conditions de travail dans les entreprises de confection. Ces problèmes-là. Le deuxième problème, c'est qu'il y avait des conflits, je dirais, entre guillemets classiques. Classique, c'était pas le cas à l'époque, hein, mais des conflits dans les grosses entreprises, celles où il y avait des organisations syndicales puissantes. Dans certaines d'entre elles, le délégué pouvait passer dans l'entreprise en faisant ça et tout le monde s'arrêtait. Et les directeurs de l'époque ils connaissaient par cœur ce rapport de force et il y avait entre les deux parties en présence un jeu qui s'établissait et qui aboutissait à des accords, mais parfois à pas d'accord. Or, il y a eu beaucoup de conflits à l'époque dans ces grandes entreprises, qui étaient des conflits, je dirais, de type traditionnel, c'est-à-dire on veut plus, c'est plus de salaire, ou moins de temps de travail, ou des vestiaires, ou des équipements, ou des trucs classiques.
Et à cette époque, même dans les entreprises où il y avait une grosse tradition syndicale, il y avait quand même des blocages de négociations, il y avait des lock-outs, il y avait des séquestrations, et il y avait appel à la préfecture pour faire dégager. Alors, l'inspection du travail était très souvent sollicitée lorsque ça tournait mal. On faisait ce qu'il y avait à faire, c'est-à-dire on jouait notre rôle de bons offices, c'est-à-dire qu'on faisait... Il y avait un jeu théâtral dans tout ça quand même. Ils auraient très très bien pu se voir tout seuls, patron et syndicat, ailleurs qu'à l'inspection. Mais ça imposait d'être à l'inspection. C'était un peu un arbitre, non? Non, on n'était pas du tout arbitre. Non, mais arbitre... On n'avait rien d'un arbitre. On regardait les coups. On était comme ça. C'est tout. On n'y comprenait rien. Parce qu'on n'était pas dans l'entreprise. Ils savaient très bien ce dont ils parlaient. Moi, absolument pas. Non, on jouait un rôle théâtral qui était voulu par les partis. Qui était voulu. Ils voulaient. Puis si ça se passait pas bien à l'inspection, c'était un niveau supérieur, le préfet ou le directeur départemental. Mais l'inspecteur du travail, qui présidait ces commissions, il jouait les bons offices. Certes, il essayait parfois de voir les parties séparément, de proposer des solutions, mais voilà. Les parties en présence, elles prenaient ce qu'ils voulaient. Et voilà. Par contre, on jouait un rôle de secrétariat, c'est très important. Tu rigoles, mais c'est très important. C'est très important. Parce que on pouvait... moi, je me rappelle avoir rédigé des constats de fin de grève. Acter des engagements voilà, c'est ça. réciproques. Voilà, c'est ça. Mais oui, non, sous cet angle-là, oui. Oui, ça, c'est à la fin du conflit. Ça, c'est à la fin du conflit. Mais pendant le conflit, on connaissait, on savait très bien également, on connaissait au fil du temps, j'ai appris à connaître, parce qu'au départ, je ne connaissais rien. Au fil du temps, j'ai appris à connaître que dès qu'il commençait à parler du paiement des jours de grève, c'était terminé, quoi. Donc voilà. Et le troisième type de... lié à l'époque, c'était des grèves sauvages. Ces grèves sauvages, j'en ai connu dans les entreprises de confection. Donc, a priori, sans les syndicats. Dans les entreprises où il n'y a pas de syndicats. Et pourquoi? Parce que l'exploitation était telle, c'était invraisemblable. Je veux dire, je ne reviens encore pas. L'exploitation était telle que, à un moment ou un autre, pour un motif peut-être totalement futile, mais la marmite explosait. Voilà. Alors, tout de même, la marmite explosait, et à ce moment-là, il y avait forcément une recherche de solutions sous la forme d'une implantation syndicale. C'est des choses qu'on discutait avec les responsables et les permanents syndicaux de l'époque. Mais voilà, donc... Les permanents syndicaux, c'était des fonctionnaires détachés ou c'était vraiment des gens du privé? Non. Non, c'était pas du tout des fonctionnaires. Non, mais des fonctionnaires détachés... À Lens. À Lens, c'était... Donc c'était des gens qui étaient payés par l'UL ou par l'UD ou par la CGT? C'était des gens qui étaient payés par... Alors, je ne connais pas leur statut, mais c'était... à Lens, tu as une tradition syndicale avec le syndicat des mineurs. Je veux dire... à moins de considérer que les mineurs faisaient partie de la fonction publique, non. Non, mais les mineurs s'occupaient par exemple du reste de la population? Dans les unions locales, etc. Tous les gens auxquels j'ai eu affaire
à Lens. En tout cas, je me souviens très bien pour le gars de la CFDT, c'était Julien Delamy. Il était aussi du privé, lui. Aucun problème. Pour la CGT, les noms m'échappent, mais c'était des gens qui venaient du privé. J'ai jamais vu de gens... Ah non, mais comment Enfin, comment ils étaient payés, c'est ça qui... Ah oui, mais ça, non, je ne peux pas savoir. Ouais, non, mais... C'est des choses qui me préoccupaient pas. Ils étaient détachés de la boîte. Allez à l'UD pendant ce temps-là, vous me foutrez la paix, et je continue à vous payer. Ce qui est, semble-t-il, le cas de Martinez aujourd'hui, qui est toujours payé par Renault. Tu vois? C'est pour ça que... Oui. Mais si tu as eu... Si tu non, sais pas, je sais pas. Non, mais a priori, c'était des gens du privé, quoi. Ils connaissaient bien le code du travail, ils connaissaient bien tout ça. On avait de nombreux contacts avec eux, parce que, comme je dis, une grosse partie de l'activité était liée aux problématiques d'implantation syndicale dans les entreprises, petites et moyennes. Et pour ça, il fallait négocier des protocoles d'accord. Et je me souviens qu'à ces occasions, on était tout à fait en lien avec la CFDT et la CGT. Voilà. Souvenir que j'ai. Alors, je vais revenir sur 2-3 sujets. Je reviens sur Pénaroya et sur le plomb. parce que qu'est-ce que tu pouvais faire là-dedans? Que dalle. Par contre. Donc tu étais sur les mêmes sujets, paiement des heures sup, sur les... Ah non, Pénaroya, je m'en occupais pas. Il y avait des syndicats, je m'en occupais pas. Non, le Pénaroya, non, faut pas rêver. Pour faire la charge de travail, l'immensité du travail, du secteur, la jeunesse, l'inexpérience, qui ne me permettait pas de comprendre et de voir sur quoi j'aurais pu intervenir à Pénaroya, ont fait qu'on peut considérer que j'ai rien fait à Pénaroya, si ce n'est de faire des enquêtes d'accidents mortels, d'assister à des réunions de CHSCT, d'intervenir lorsque les syndicats me demandaient d'intervenir. C'est tout. En revanche, ça c'est important. J'ai vu arriver très tôt sur mon bureau des déclarations de maladies professionnelles, de saturnisme, mais sans que l'employeur soit marqué Pénaroya. Donc j'ai été amené à faire un travail de recherche et j'ai découvert l'existence de marchands d'armes qui devait exister déjà depuis longtemps. À mon avis, c'est presque après la guerre. Donc explique le système. Alors, les marchands... Il faudrait qu'il y ait une étude qui soit faite sur ce sujet. Peut-être existe-t-elle, mais elle doit exister par rapport aux mineurs. Je pense que les charbonnages de France ont à un certain moment voulu embaucher sans donner le statut du mineur à ceux qu'ils embauchaient. Alors, est-ce qu'il y a eu aussi des alliances objectives entre le charbonnage et la CGT? C'est à rechercher, hein, parce que tout n'est pas blanc dans les rapports entre patrons et salariés. En tout état de cause, je pense que après la guerre, des officines ont été créées, souvent tenues par des étrangers marocains, enfin, des Marocains, pas des étrangers, c'était pas des étrangers, des Algériens, pour faire appliquer des gens en France pour travailler, faire le sale boulot dans les mines, sans avoir le statut du mineur. Et puis, au fur et à mesure où
les mines ont fermé, eh ben, il y a eu des reconversions. Et cette reconversion s'est faite dans des entreprises qui avaient besoin de main-d'œuvre pour faire le sale boulot. Et donc, dans la région, on les appelait les marchands d'hommes. C'est pas moi qui le dis. Non, non, monsieur, j'essaie de te faire expliquer bien le système. Les marchands d'hommes. On est parti des maladies professionnelles chez Penaroya qui n'étaient pas estampillées Penaroya. Voilà. Et bien,